Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Si encore une fois vous venez de vous joindre à nous, je vous dis encore bonjour. Merci de suivre l'émission Ça va causer. On est en 2019. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, plus particulièrement sur le continent africain. Comme vous le savez, dernièrement, il y a eu des élections en République démocratique du Congo. Certains médias parlent d'élections historiques, d'autres parlent de tricherie. Alors aujourd'hui, nous avons avec nous un ressortissant de la République démocratique du Congo. Je vais le laisser se présenter. Nous parlons effectivement des élections en République démocratique du Congo. Les commentaires. Bonjour, merci de votre présence. Bonjour M. Ngaka, et c'est moi qui vous remercie. Alors vous êtes? Alors, je m'appelle Alex Bawinja. Si je commence d'abord par mon côté professionnel, je suis conseiller en sécurité financière chez SFL Desjardins. Mais également, j'assure le secrétariat général de la Convention d'affaires Canada-Afrique. Alors, dans la communauté, je suis le président du regroupement des Congolais de l'étranger. OK. Convention d'affaires, qu'est-ce que c'est exactement? Convention d'affaires Canada-Afrique. Alors, rapidement, la Convention d'affaires Canada-Afrique, c'est un événement annuel qui réunit des chefs d'entreprise canadiens et africains. Et nous sommes à la 5e édition. Déjà? Oui, et puis c'est devenu l'événement le plus grand, je dirais, des racontes d'affaires ici au Canada. Ah bon? Et qui vient là? Ce sont des présidents de chambres de commerce, ce sont des chefs d'entreprise et qui viennent ici pour nouer des partenariats d'affaires. Et je peux être fier ici de vous dire que depuis qu'on a commencé, il y a des missions économiques qui sont réalisées, des contrats qui sont signés. Et pour dire que le potentiel africain intéresse les Canadiens et les Canadiens veulent faire accroître leurs entreprises. Malgré le fait qu'il y a une certaine instabilité sur le continent. Alors, je ne dirais pas qu'il y a instabilité sur le continent, parce que sur le continent, le climat des affaires roule très bien. Pour preuve, les Chinois sont là et ils font des bonnes affaires. Alors, je crois que c'est un problème de communication. Le continent n'a pas bénéficié vraiment d'une bonne couverture médiatique, mais sur le plan de business, moi je vais en Afrique presque tous les 2 mois. Vous pouvez sûr avec moi, M. Ngaka, que les affaires vont très bien en Afrique. D'accord, même l'Afrique de l'Ouest et même le Burkina Faso, où j'ouvre une petite parenthèse, où il y a eu une zone québécoise de Sherbrooke qui avait été enlevée. Et on sait que bon, le fameux djihad est devenu de plus en plus prononcé. Et comme par hasard, depuis le départ du président Blaise Compaoré, et depuis qu'on parle d'une évolution démocratique dans ce pays. Alors, pour le côté ouest africain, je vais parler du Burkina Faso. L'instabilité actuelle observée au Burkina Faso est due à beaucoup d'éléments qui sont entrés en jeu. On parle d'instabilité. On parle d'instabilité au plan sécuritaire. Je vais déplorer ici malheureusement la québécoise qui jusqu'à date, on n'a pas une précision du lieu. Est-ce que c'était un enlèvement? Est-ce qu'elle a été kidnappée? Les recherches sont en cours. En tout cas, nous prions peut-être que rien n'arrive de grave. Alors, depuis le départ de Blaise Compaoré, c'est sûr, il faut retenir que Blaise a géré le Burkina de sa façon. Donc, il avait un discours avec tous les groupes armés qui rôdaient dans les parages du Burkina. Je ne sais pas les discours qu'il utilisait, mais certains disent qu'à son époque, c'était stable, qu'à l'époque des Roch Kaboré, qui fait vraiment des efforts, mais nous remarquons que l'instabilité continue. Il y a des attaques. Dernièrement, vous avez remarqué... Parce que, juste un petit exemple, quand on parle de stabilité, je suis allé personnellement au Burkina Faso, à Ouagadougou, on parle de 95. Ça fait déjà plusieurs années. Ouais, le festival, le FESPACO, j'ai assisté. Je suis allé comme tout le monde, comme tout bon étranger, sortir, danser, tout ce que vous voulez, très tard. Et très tard, on a circulé avec des amis à Ouagadougou, sur la rue. Une rue où il y avait des objets d'art, en fait, pendant la journée, un peu comme ici, quand il y a des grands festivals, les gens vendent des objets d'art, tout ce que vous voulez. Et quand on est passé là, ce qui m'a frappé, les objets d'art, les tableaux, tout était resté là, il n'y a pas de porte, rien de fermé et personne ne volait. Alors j'ai été surpris, j'ai demandé, mais je n'ai jamais vu ça au monde, même à Montréal, tu laisses ça dehors, des belles statues comme ça, on va voler. Comment vous m'expliquez qu'ici, tout est là? Les gens laissent leurs affaires, ils rentrent chez eux le matin quand ils reviennent. Tout est là, il n'y a rien à été volé. On m'a dit qu'on a entendu des coups de feu. Il y avait trop de vols par le passé. Une nuit, on a entendu des vrais coups de feu dans la forêt à Ouagadougou. Ils ont assassiné quasiment tous les voleurs. Donc les gens ont eu peur, plus personne ne touche. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez? Blaise Compaoré était un militaire. Il réglait les choses par la force, par les armes. Là, nous avons la démocratie, des civils, des politiciens
qui règle ces choses-là avec la négociation, avec la diplomatie. Alors, est-ce que c'est bien de cela dont en fait vous parlez? Alors, je vais plus parler de l'aspect du djihadisme qui crée vraiment une situation d'insécurité dans Burkina Faso et ses environs. J'apprécie beaucoup les contours que vous avez faits sur l'époque Blaise, où en tout cas le Burkina était calme. Mais là, avec Roch Kaboré, on a remarqué qu'il y a des groupes de djihadistes qui ne cessent vraiment d'attaquer des postes militaires. Dernièrement, il y a eu des massacres pour le Peul, contre le Peul plutôt. Oui. Et c'est de ça que je parle. Pourquoi je parle de ça? Parce qu'il semblerait, d'après ce qui s'est dit, les analystes le disent aussi, que Blaise, à son époque, gérait toutes ces tendances à sa façon, que ce soit à l'interne comme à l'externe. Donc, le groupe qui rôde autour de Burkina. Parce qu'entre vous et moi, la zone elle est vraiment très inondée par des groupes djihadistes. Et qu'à l'époque de Roch actuellement, Roch, je ne sais pas si c'est une approche qui ne convient pas à ces groupes. Ce qui fait que tout le temps, vous avez des incursions et puis vous avez toutes ces attaques au Burkina. Alors, moi, je reste confiant et je me dis, il faut qu'il y ait une politique régionale. C'est-à-dire l'affaire sécuritaire en Afrique ne devrait plus être une affaire d'un État. Et c'est une recommandation que je peux d'ailleurs lancer aux chefs d'État africains, qui puissent prendre vraiment la dimension régionale ou sous-régionale pour traiter les questions sécuritaires. Parce qu'une fois que le Burkina est impacté, ses voisins sont certainement impactés. Je vais aller plus loin par là même du tourisme. Donc, si j'aurais une recommandation à faire au président burkinabé, c'est d'essayer d'amener cette problématique sur une table de tous ses pairs chefs d'État pour qu'ils puissent prendre la dimension vraiment d'une manière globale et puis essayer d'aller toucher la problématique sécuritaire. Je ne voudrais pas aussi passer sans pourtant évoquer les cas de chez nous au Congo, notamment à Beni, où c'est devenu une histoire où les gens se font tuer, se font massacrer, personne n'en parle, personne ne bouge, et ça devient une affaire un peu isolée. Alors que avant de parler du Congo, puisque c'est le sujet qui nous intéresse, c'est le sujet, et puisque je vous ai, je vais profiter, puisqu'on a parlé du Burkina Faso, je vais sauter rapidement, parler vite fait du Gabon. Il y a eu un coup d'État dernièrement, raté par quelques soldats. On a vu aussi la classe politique se déplacer, gabonaise, pour se rendre à Rabat, au Maroc, où le président Ali Bongo leur a fait prêter serment. On a vu aussi Mohamed VI, le roi du Maroc, en visite comme par hasard au Gabon pour calmer un petit peu la population. Vous qui êtes habitués, vous qui suivez de près la situation politique en Afrique, le Gabon, pour ma part, l'impression que j'ai eue, c'était le régime en place a fait un faux coup d'État pour calmer les vrais, ceux qui oseraient essayer un coup d'État. La preuve, on rit même de ces soldats, ce n'était pas un vrai coup d'État. Peut-être que moi, je me suis trompé. Mais vous, l'expert, qui êtes sur place. Alors, je vais rectifier, M. Ngaka, je ne suis pas expert, mais j'ai la chance de fréquenter très souvent. D'habitude, exactement. Voilà. Ce qui s'est passé au Gabon, que tous nous avons suivi aux chaînes de télévision, c'est que ça ne donnait pas vraiment l'impression d'un coup d'État. On a vu des jeunes militaires qui sont passés à la télé et qui ont fait des déclarations, et puis du coup, ça s'était éteint par là. Il y a des spéculations. Il y a certains qui disent que le gouvernement aurait, ou en tout cas, ils ont monté cette espèce de coup d'État, ou c'est sous forme de coup d'État, pour aller chercher qui sont ceux-là qui étaient déjà tentés à penser que le président, comme il était convalescent, et que c'était l'occasion idéale pour sauter sur... Ce n'était pas l'opposition qui était carrément ciblée, l'opposition politique? Alors, il y a des chances que ce soit l'opposition qui était ciblée, mais je crois que les prochains jours nous donneront un peu plus de lumière sur ce qui s'est passé au Gabon. Mais je peux retenir une chose, que le président gabonais est convalescent. Nous avons suivi la vidéo qu'il a fait au Maroc. Oui, depuis le Maroc. Oui. Et à le voir, personnellement, j'ai compris qu'il reprend petit à petit. Donc, donne-lui la chance qu'il reprenne un peu sa santé. Et moi, je pense qu'on va être un peu patient, voir comment va évoluer sa santé. Je crois que c'est ce qui va plus me préoccuper. C'est sûr qu'il y a beaucoup que les Gabonais attendent de leur gouvernement, ça c'est très sûr. Ils sont impatients, ils veulent voir que ça avance. Mais quelqu'un a été malade, et puis ce n'est pas n'importe quelle maladie. Donc on va lui donner un peu de chance pour qu'il se remette un peu sur le pied. D'accord. Ok, maintenant on va rentrer le plat du jour. Les élections en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi a été élu.
président de la République démocratique du Congo. Nombreux parmi les Congolais, on parle d'un événement historique. D'autres, chez les Congolais, on parle de tricherie. Il y a eu une marche dernièrement à Montréal. Certains l'ont critiqué, ont considéré cela comme étant enfantin. D'autres disaient non, c'est une marche normale, justifiée. J'aimerais connaître vos commentaires là-dessus. Alors, je suis Congolais, comme tous Congolais qui sont préoccupés par ce qui se passe chez nous. Et je peux être sûr de ne pas pouvoir me tromper qu'après avoir attendu 2 ans, avec tout ce qui s'est passé chez nous, les peuples congolais aspiraient à un changement. Tout le monde le sait. Même ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa le savent. Alors, ce qui y est passé chez nous, Félix Tshisekedi a gagné, n'a pas gagné, il y a une chose qui peut le prouver. Monsieur Nanga Corneille, que j'apprécie beaucoup, c'est un intellectuel qui dirige la CNI. La population n'a pas exigé grand-chose. La population, comme toutes les tendances, d'ailleurs, vous avez suivi les communiqués de la SADC et puis du président de la CIRGL, monsieur l'excellence Denis Sassou Nguesso, qui recommande à la CENI juste la traçabilité des résultats qu'elle a publiés. C'est très simple. Donc, si la CENI parvenait à prouver que voilà pourquoi je déclare M. Félix Tshisekedi gagnant, je crois que ça serait au moins un pas d'apaiser toutes ces susceptibilités. Mais aussi longtemps que la CENI donne l'impression d'avoir la dernière parole et oublier la population qui est, je dirais même, porteuse plutôt de ces élections, c'est ce qui pose problème. Moi, personnellement, je n'ai pas trop fréquenté Félix Tshisekedi. Je sais qu'il est présenté comme quelqu'un de tempéré, qu'il est accessible, qu'il a ses capacités d'écoute et tout. C'est déjà bon. Et si Tshisekedi a été élu, moi, je serais très content. Tout ce que la population a demandé, c'est la traçabilité de ces résultats. J'ai participé à la marche plutôt qui était organisée à Montréal les dimanches passés, et c'était une marche justifiée. Écoutez, les gens ont émis des doutes qui sont avérés. Pourquoi? Parce que tout le monde a suivi TV5, qui est descendu dans des centres de compilation, où vous avez des tas de bulletins qui n'étaient même pas encore compilés. Mais une institution qui est la CENI, qui vous présente des résultats. Attends, tout le monde se pose, d'où proviennent ces résultats? Parce que les plis sont encore sur la terre. Donc, moi je dirais aujourd'hui que les Congolais qui se sentent frustrés ont un droit légitime de poser des questions. Si Félix Tshisekedi a été élu, nous allons applaudir. Mais c'est la traçabilité des résultats. Parce qu'il y a d'un côté la CENCO qui dit avoir des résultats qui ne sont pas conformes à ce que la CENI a publié. Il y a un problème. À qui revient le devoir de prouver? C'est à la CENI. De prouver que voilà, j'ai publié les résultats sur base de ça, de ça, de ça. Et je crois que ça va apaiser tout le monde. Juste une question pour justement apaiser tout le monde, parce qu'on entend tellement de choses. À vous de nous éclairer là-dessus. Le monseigneur responsable de cet organisme, CENCO, j'ai entendu dire, j'ai vu sur Facebook, c'est à vous de me corriger, qu'il serait quasiment le demi-frère de Jean-Pierre Bemba, qu'ils ont vécu dans la même maison, qu'ils ont grandi dans la même maison. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Alors, je suis très mal placé pour prouver si Monseigneur Otembi est frère à Jean-Pierre Bemba. Demi-frère ou bien l'enfant adoptif ou de M. Bemba. adoptif. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Je suis très mal placé pour le prouver. Donc, vous n'avez pas cette information? J'ai l'information, oui. Je l'ai suivi aussi, oui. Mais je suis sûr d'une chose, que la CENCO a déployé 40 000 observateurs dans les bureaux de vote. Et quand il y a eu des spéculations, la CENCO, qui est la conférence épiscopale au Congo, a invité les représentants des CACH, qui lient l'UNC à l'UDPS, pour leur prouver comment ils sont arrivés à dire les résultats qu'ils sont en train de contester. Et il semblerait que les représentants des CACH, c'est-à-dire l'UDPS et l'UNC, ont eu en face des spécialistes qui sont partis d'une base vraiment scientifique et a prouvé que voilà comment nous avons pu compiler, voilà comment nous sommes arrivés à un résultat que nous vous prouvons, statistiquement parlant. Et
Si la Senko peut se livrer juste à cette petite gymnastique, ça peut apaiser. Par contre, quand il y a contestation et qu'il y a une structure, et non la moindre, qui est la Senko, qui ne reconnaît pas les résultats qu'avait publié la CENI, il y a un problème. Et nous, en tant que Congolais, c'est de notre droit de poser des questions. Mais c'est Félix Tshisekedi, certaines personnes lui prêtent les intentions, j'ai dit bien lui prêter les intentions, parce que personne ne peut attester qu'il a vraiment signé avec Kabila, qu'il s'est fait acheter par Kabila. Ça, ce sont des intentions qu'on lui prête au stade actuel. Mais ils n'ont pas de preuves. Ils n'ont pas de preuves. D'accord. Donc, ça revient aussi à M. Félix Tshisekedi de rassurer tout le monde qu'il n'est pas ce qu'ils ont été de lui prêter. Mais la personne, vraiment, en tout cas, l'institution, d'après, à mon avis, qui va calmer les tensions, c'est la CENI. J'ai malheureusement suivi M. Nanga quand il était invité en direct au Conseil de sécurité, où il a déclaré, et moi j'ai pris ça comme une menace, que soit vous acceptez les résultats, ou soit c'est Kabila qui reste. Vous invalidez et puis c'est Kabila qui reste. Mais ça, c'est une menace, M. Ngaka. Je pense que M. Nanga, qui est un intellectuel, devrait par contre dire qu'écoutez, moi j'ai fait mon travail, j'étais là pour organiser les élections, je les ai fait, voici ce que j'ai fait, voici les résultats, voici la traçabilité, et c'est fini. Laissez à la Cour de faire sa job. C'est malheureusement tout le temps que nous avions dépassé. Mais juste une dernière question. Dites-moi sincèrement, franchement, comment voyez-vous le Congo d'ici une année? Alors pour moi, l'issue de toute cette cacophonie va être à deux niveaux. Le premier niveau, c'est qu'il faudra que les autorités à Kinshasa rassurent la population. Il ne faudra pas donner l'impression comme c'est fait, c'est acquis, c'est parti. Parce que, qu'on se le dise, le pouvoir actuel à Kin n'a pas un bilan aussi positif. Donc tout le monde le voit, les routes, il n'y en a pas, tout est à plat. Donc c'est un bilan qui est vraiment contestable. Alors, avec les élections qui ont eu lieu, ils ont encore le devoir de rassurer. Si c'est ce qui est dit, si c'est M. Fayoulou qui était élu, c'est à la CENI de nous le prouver. Pensez-vous qu'on va aller vers la paix et vers l'unité, vers l'union nationale du Congo? Alors moi, je suis de ceux qui vraiment penchent du côté de la paix. Nous avons ce devoir de faire la paix. Et avec tout ce que la guerre nous a apporté, les conflits armés, on n'a plus le temps parce que nous devons reconstruire la RDC. Donc, c'est un appel que je lance aux nouvelles autorités de travailler dans le sens de la paix. Que ce soit Félix, que ce soit Fayoulou, que ce soit M. Kabila, qu'ils trouvent vraiment un consensus où les peuples congolais doivent être rassurés vers la paix. Bien, merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Alors, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.